Bienvenue à la formation de ce jour qui sera consacrée à l'archivage et à la destruction de documents en essayant d'être le plus concret possible dans cette matière. Nous allons, comme c'est l'habitude dans nos formations illégales, partir d'un fil conducteur, mais qui est ici assez généraliste. Nous prenons donc l'exemple d'une société immobilière qui souhaite passer à l'archivage électronique pour détruire les montagnes de papier accumulées, comme vous voyez sur le slide. Donc, elle débute, elle se demande à quelles conditions elle peut le faire. Et comme on va le voir tout au long de la présentation, les inquiétudes de notre société immobilière prise dans l'exemple, elles sont de type. Elle a peur de plus être en mesure de pouvoir prouver son bon droit en cas de litige, mais elle a aussi peur de ne plus être en mesure de pouvoir présenter des originaux en cas de contrôle d'une autorité. Donc, ce sont ces deux aspects que nous allons garder à l'esprit tout au long de la formation. Et la formation va être détaillée en 4 parties, 4 questions. La première, que conserver et combien de temps? La deuxième, comment mettre en place concrètement le service d'archivage électronique? La troisième, une fois qu'on a archivé, peut-on détruire? Et quatrième question, qui donne un indice sur la réponse partielle de la troisième, comment est-ce qu'on détruit concrètement, quand et comment? Et donc, pour examiner ces 4 questions, ce sera maître Pauline Limbré qui va prendre initialement la parole et puis qui cédera la parole à maître Anne-Valentine Ransonnet. Les avantages de l'archivage électronique, je pense que vous en avez déjà des idées, sinon vous ne participeriez pas ce matin, mais évidemment, on a des avantages en termes de place, qui peut être vraiment un élément très intéressant, un point bloquant dans beaucoup d'entreprises, des facilités de classement. On perd le risque de dégradation, parce qu'on a vu qu'il peut y avoir des catastrophes naturelles malheureusement qui mettent à mal toutes des archives, mais aussi on subit d'autres risques vraiment liés cette fois-ci à l'archivage électronique, puisque on est tributaire de la lisibilité et de la sécurité du support sur lequel on aura archivé au cours du temps, et donc nous allons aussi garder ce point-là à l'esprit lors de la formation. Donc je vais passer la parole à Pauline Limbré pour la première question, que conserver et combien de temps? Voilà, bonjour à tous. Alors, je vous propose donc effectivement de directement commencer par notre première question qui vise à se demander donc que conserver et combien de temps. Donc, afin d'illustrer cette première question, on est assez curieuse de savoir quelle est votre pratique actuelle et donc précisément de savoir si vous avez déjà adopté au sein de votre société une politique de conservation. Normalement, vous avez la possibilité de répondre directement à cette question voilà, via un sondage qui apparaît sur votre écran. Donc, vous avez la possibilité de cocher la réponse oui, non ou c'est en cours. Alors, je vois, donc pour l'instant, on a plus ou moins 94 réponses. Je vois donc que 50% plus ou moins donc, des participants ont déjà une politique de conservation qui a été rédigée au sein de leur société. 40%, pour 40% des participants, donc cette politique est en cours de rédaction, en tout cas, ou peut-être même d'implémentation. Et finalement, donc il y a une petite minorité, donc de 10%, qui n'a pas encore de politique de conservation. Bah, c'est une question qui est assez intéressante. Comme ça, on voit déjà effectivement que vous êtes assez sensibilisé à la question. Alors, vu que plus de la moitié d'entre vous c'est déjà doté donc d'une politique de conservation. Vous savez que cette démarche, en fait, elle présente de nombreux intérêts et notamment, il s'agit d'une opportunité pour se conformer au RGPD, ou plutôt le RGPD est une opportunité pour recourir à l'archivage des documents de votre société. Pourquoi est-ce que le RGPD est une telle opportunité?
Tout simplement parce que le RGPD, comme vous le savez, il impose des obligations de sécurité aux responsables de traitement qui lui imposent de minimiser au maximum le risque qui plane autour des données à caractère personnel traitées. Et donc, par hypothèse, si vous déterminez une politique de conservation au sein de votre société et si vous l'implantez, ça veut dire qu'à partir d'une certaine, de l'écoulement d'une certaine période de temps, vous supprimez les données à caractère personnel et donc vous limitez le risque de fuite de données à caractère personnel qui portait donc sur ces données, sur ces documents qui ont été supprimés ou détruits. Par ailleurs, le fait donc de se doter d'une politique de conservation et a fortiori archiver de manière électronique ces documents, ça présente évidemment également un intérêt au niveau du coût, étant donné que tout document qui n'est plus conservé permet donc ça permet de limiter donc les frais au niveau donc de cette conservation, que ce soit sous format électronique ou sous format papier. Alors, lorsque vous vous dotez d'une politique de conservation, ça a déjà été introduit par famille. Vous avez certainement que vous avez dû craindre par rapport donc à la possibilité donc que les documents que vous allez conserver sous format numérique puissent être déposés devant un juge. Quelle est la valeur, quelle est la force probante de ce type de documents conservés sous format numérique? Et ensuite, vous le savez certainement, mais il y a certaines obligations légales qui vous imposent de conserver des documents. Et est-ce que ces obligations légales, elles sont réputées satisfaites lorsque la conservation, elle se fait de manière numérique? Alors, pour rencontrer ces deux types d'inquiétudes, il est nécessaire de rappeler quelles sont exactement les obligations qui sont issues de la loi, donc non seulement du droit judiciaire et du droit à la preuve, c'est le premier volet que l'on va aborder ensemble. Et ensuite, on verra toutes les législations spécifiques liées à la conservation de documents, de certains types de documents, notamment des documents comptables, fiscaux, etc. Alors, en ce qui concerne la première question, et donc le premier volet qui porte sur le droit judiciaire et le droit de la preuve, en fait, cette question, elle renvoie au mécanisme de la prescription. Pour être plus concrète, il est logique qu'une société qui conserve un document qui fonde en droit aussi longtemps que ce droit n'a pas fait l'objet de la prescription extinctive. Et donc, si le document en question il fonde une action personnelle, il est nécessaire de le conserver au sein de votre société pendant toute la période de prescription, à savoir pendant une période de 10 ans qui commence à partir de la date d'exigibilité de la créance. Pour ce qui concerne les actions réelles, la période est également de 10 ans. Donc, c'est une modification qui a été introduite par la réforme du droit des biens. Donc, prescription des actions réelles après une période de 10 ans, sauf s'il est établi que le possesseur est de mauvaise foi. Et dans cette hypothèse-là, le délai de prescription est maintenu à 30 ans. Et finalement, en droit du travail, on a un délai de prescription spécifique, étant donné que le législateur nous dit que les actions qui sont fondées sur un contrat de travail sont prescrites après 1 an, et ce délai d'1 an, il commence à courir au jour de la cessation du contrat de travail. Et donc, pour prendre un exemple, un contrat de travail, par exemple, on devra, sur base uniquement du régime de la prescription, on devra au minimum le conserver 1 an, car pendant 1 an, en tant qu'employeur, on est susceptible d'engager notre responsabilité sur base de ce document, et donc, il faut qu'on le garde dans nos archives. À cet égard, il est intéressant de préciser que, je viens de vous le dire, donc au-delà du délai de prescription, a priori, on peut supprimer le document en question, sauf pour ce qui concerne le document qui permet de démontrer le point de départ du délai de prescription. Si par exemple vous êtes un entrepreneur, c'est notre fil conducteur, vous êtes une agence immobilière et vous avez réalisé des travaux chez un maître d'ouvrage, vous avez une responsabilité, vous êtes soumis au régime de la responsabilité décennale, donc ça signifie que vous êtes susceptible d'engager votre responsabilité pendant une période de 10 ans à compter de la date de réception provisoire ou définitive des travaux selon l'hypothèse rencontrée. Après cette période de 10 ans, à l'expiration de cette période de 10 ans, vous pourrez supprimer tout dossier relatif aux travaux, sauf le document qui atteste de la réception provisoire ou de la réception définitive. Vous devrez garder ce document
pour démontrer le point de départ du délai de prescription et le cas échéant, le fait que la prescription extinctive est acquise et donc que vous n'êtes plus en mesure d'engager votre responsabilité. Donc si vous devez garder ce document donc, qui démontre le point de départ du délai de prescription pour l'hypothèse dans laquelle vous seriez cité en justice pour démontrer que vous n'êtes plus en mesure d'engager votre responsabilité. Alors, ce premier volet, donc, qui concernait le régime de la prescription extinctive, le régime de la prescription légale, on va désormais se concentrer sur le second volet, le second point d'attention, qui concerne toutes les législations spécifiques qui imposent des obligations de conservation express. Alors, malheureusement, il n'existe pas de tableau de tri officiel, ce qui signifie concrètement que chaque société, en fonction de son secteur d'activité particulier, elle devra déterminer à quelle obligation légale de conservation elle est soumise. Et donc, une société, par exemple, un hôpital ne sera pas soumis aux mêmes obligations de conservation légale, par exemple, qu'une société, une assurance, une compagnie d'assurance, d'accord? Donc, il faudra toujours il y a des délais de conservation que l'on va voir ensemble qui sont généraux à peu importe le type d'activité exercée, mais ensuite il faudra toujours affiner l'analyse et donc affiner le tableau de conservation, la politique de conservation en fonction du secteur d'activité de la société concernée. Et donc concernant ces documents, ces obligations de conservation générale, vous l'avez certainement déjà entendu dire, mais donc les documents comptables doivent être conservés pendant une période de 7 ans. Pendant une période de 7 ans qui débute à partir du 1er janvier de l'année qui suit, celle au cours de laquelle le document a été établi. C'est par exemple le cas pour les livres centraux d'une société, donc conservation durant une durée de 7 ans. La même période de rétention est imposée pour tout ce qui concerne les documents fiscaux. Donc, par exemple, une facture, vous devez la conserver pendant 7 ans, toujours à partir donc, du même point de départ, donc l'année qui suit l'année, le 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle la facture a été émise. En ce qui concerne les documents statutaires et les PV des sociétés, le Code des sociétés et associations impose une durée de conservation de 5 ans après la clôture de la liquidation de la société. Pour ce qui concerne les documents sociaux et précisément les contrats de travail, la législation impose une durée de conservation de 5 ans à partir de la fin du contrat de travail. Dans le secteur des hôpitaux, donc pour vous démontrer que, en fonction du secteur, donc il y a des obligations de conservation légales qui sont spécifiques. Donc dans le secteur des hôpitaux, on retrouve une durée de conservation de 30 ans pour ce qui concerne les dossiers médicaux des patients. Et finalement, dans le secteur particulier des banques, la demande de prêt doit être conservée, c'est imposé par le Code de droit économique, doit être conservée aussi longtemps que le montant total n'a pas été remboursé. Alors maintenant que l'on a vu les 2 grands critères qui permettent de déterminer la durée de conservation d'un document, donc le régime de prescription extinctive d'une part et d'autre part les durées légales de conservation, on vous a préparé 2-3 petits exercices, toujours sous forme de notre outil sondage. Et donc, on va vous poser 2-3 petites questions concrètes et on va vous demander, selon vous, quelle est la durée de conservation pour le document concerné. Donc, on va commencer tout d'abord avec une facture d'achat d'ordinateur. Est-ce que, selon vous, une telle facture d'achat, elle doit être conservée pendant une durée de 5 ans, pendant une durée de 7 ans ou, encore plus longtemps, pendant une durée de 10 ans? Alors, pour l'instant, j'ai 74 réponses et je vois que 80% des participants ont répondu correctement, donc c'est très bien. Je vois qu'il y a de plus en plus de réponses et que le ratio reste le même. Donc, effectivement, la réponse correcte était la durée de 7 ans. Donc, vous l'avez compris,
on est dans le cadre d'une facture d'achat d'ordinateur, donc on est face à un document fiscal et on a vu que pour les documents fiscaux tels que les factures, le législateur impose une durée de conservation de 7 ans. Donc la bonne réponse était effectivement la durée de 7 ans. Alors, pour ce qui concerne une facture de travaux, cette fois-ci, donc on reprend notre fil conducteur, notre entrepreneur, notre société immobilière, elle va émettre une facture de travaux, donc suite à des travaux qu'elle aura effectués chez le maître d'ouvrage. Cette facture de travaux, pendant combien de temps la société doit-elle la conserver? Est-ce que c'est pendant 5 ans? Est-ce que c'est pendant 7 ans? Est-ce que c'est pendant 10 ans? Alors, sur base donc de plus ou moins une centaine de réponses, je vois que 80% des gens répondent correctement. Donc, effectivement, la durée de conservation pour ce type de document sera portée à 10 ans. Pourquoi pas 7 ans cette fois-ci? Tout simplement parce que l'entrepreneur est soumis au régime de la garantie décennale. Donc, il est susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle pendant une durée de 10 ans. Et donc, il doit être en mesure de démontrer qu'il a exécuté correctement ses obligations contractuelles, raison pour laquelle il devra conserver son dossier, le dossier relatif à ses travaux de construction et donc précisément la facture de travaux pendant une période de 10 ans. Alors, troisième hypothèse. La troisième hypothèse, elle porte sur des images de vidéosurveillance. Selon vous, pendant combien de temps de telles images doivent être conservées? Est-ce pendant 1 mois? Est-ce pendant 6 mois ou pendant plus longtemps, pendant 5 ans? Et donc ici, donc, je vois que 76% des participants ont répondu avec la réponse 1 mois et c'est effectivement la réponse correcte. Donc ici, on se demande, les images de vidéosurveillance, elles ne fondent pas en droit. Donc ici, il n'est pas question de déterminer la durée de conservation sur base du régime de prescription extinctive. Et donc, on arrive à la deuxième étape. Est-ce que ces images de vidéosurveillance, elles sont visées par une obligation de conservation express, une obligation de conservation qui serait imposée par la loi? Et effectivement, je ne l'avais pas repris dans mon tableau, mais effectivement, la loi du 21 mars 2018 qui concerne justement les caméras de vidéosurveillance, elle impose une durée de conservation des images de vidéosurveillance pour une durée d'1 mois maximum. Donc, vous ne pourrez jamais conserver vos images de vidéosurveillance au-delà d'un mois, sauf si ces images de vidéosurveillance elles sont utilisées dans le cadre d'une enquête. Et alors là, la durée de conservation pourra être supérieure, mais sinon, la loi précise bien 1 mois maximum. Oui, c'est effectivement la loi caméra de 2007, mais qui a été modifiée par une loi de 2018. L'avant-dernier cas pratique donc, porte sur un contrat de travail d'un employeur. Est-ce que selon vous, ce contrat de travail devrait être conservé 1 an, 5 ans ou 10 ans? Alors, sur base donc, de plus ou moins une centaine de réponses, je vois que ici, les réponses sont assez partagées, étant donné que j'ai plus ou moins 47% de personnes qui répondent 5 ans, qui est la bonne réponse, et plus ou moins 41% donc, de personnes répondent 1 an. Alors, je comprends qu'il y ait cette petite confusion, parce qu'on a vu effectivement que les actions qui sont fondées sur un contrat de travail étaient prescrites après une durée de 1 an. Mais on a également vu que le législateur impose une obligation de conservation express pour tout ce qui concerne les documents sociaux et précisément les contrats de travail. On a vu que chaque employeur doit conserver, il est obligé de conserver les contrats de travail pendant une période de 5 ans
à dater de la rupture du contrat de travail. Et donc, le contrat de travail, on devra le garder 5 ans, bien que le régime de prescription, bien que l'action qui est fondée sur un contrat de travail se prescrit après une durée d'1 an. Parce qu'il y a une obligation ici légale expresse. Et finalement, donc notre dernière petite question, elle porte sur le CV et la lettre de motivation qui aurait été envoyée dans le cadre d'une candidature spontanée. Pour ce type de document, pensez-vous qu'il faut les conserver 1 mois, 6 mois ou 1 an? Alors sur plus ou moins 100 réponses, je vois que la bonne réponse, finalement, les personnes qui ont répondu correctement sont assez minoritaires, étant donné qu'il y a 23% de personnes qui ont répondu par la réponse 6 mois, qui est la réponse que nous, on a sélectionnée. Ici, on est dans une situation un peu particulière, étant donné que, vous l'avez compris, les CV et les lettres de motivation ne font pas en droit, donc il n'est pas question ici de se poser la question du régime de prescription extinctive. Alors, il faut se poser une seconde question qui est celle de savoir si ce type de document est visé par une obligation légale, une obligation qui serait imposée par le législateur. Ce n'est pas le cas. Le législateur ne nous dit pas que tel document, le CV et la lettre de motivation doivent être conservés une certaine période de temps. Et donc, finalement, on retourne dans les principes du RGPD, du Règlement général sur la protection des données, qui impose donc de limiter la durée de conservation à ce qui est nécessaire au regard de la finalité poursuivie. Et ici, l'employeur qui reçoit une lettre de motivation sur base spontanée, cet employeur, il va traiter la lettre de motivation. Pour quelle finalité? Tout simplement pour analyser le profil du candidat et regarder si ce profil correspond à une offre au sein de sa société. Et donc, on considère, mais ce n'est pas nous qui considérons, c'est notamment l'autorité française, la CNIL, considère qu'une durée de 6 mois est une durée raisonnable au regard de la finalité qui est poursuivie par la société de traitement. Donc, pour ce qui concerne les CV, les lettres de motivation, la CNIL, l'autorité française, suggère une durée de conservation de 6 mois. Voilà, donc si on reprend notre fil conducteur, la société immobilière donc, devra nécessairement veiller à identifier les documents qu'elle souhaite archiver et pour lesquels elle a une obligation légale d'archive, de conservation, et elle devra déterminer la période durant laquelle chaque document, chaque type de document devra être conservé, donc dans le cadre d'une politique de conservation. Voilà, je vais désormais laisser la parole à Anne-Valentine. Bonjour à tous. Alors la deuxième question de cette formation porte sur comment mettre en place un système d'archivage électronique. Alors tout d'abord, un petit sondage. Est-ce que vous pratiquez déjà l'archivage électronique dans votre entreprise ou au sein de votre administration? Oui, non, ou c'est en cours de réflexion? Alors, pour l'instant, j'ai plus ou moins 100 réponses. Il y a 56% d'entre vous qui pratiquent déjà l'archivage électronique, 11% qui ne le pratiquent pas, et enfin 34% d'entre vous qui sont en cours de réflexion sur le sujet. Alors, concernant notre fil conducteur, ici, la société immobilière, elle va se poser deux questions. Quelles sont les règles à respecter et quelles sont les possibilités pour externaliser l'archivage électronique. Alors, au niveau du cadre juridique, au niveau européen, nous avons le règlement eIDAS qui a été adopté en 2014 et est entré en vigueur en 2016.
Ce règlement IAIDAS qui règle les services de confiance pour les transactions électroniques règle notamment tout ce qui est relatif à la signature électronique ou au cachet électronique. Toutefois, il n'encadrait pas juridiquement le service d'archivage électronique. Alors, le considérant 25 précisait néanmoins que les États membres pouvaient intégrer dans la notion de service de confiance le concept d'archivage électronique. Alors, ce règlement, eh bien, en 2021, une proposition de modification a été publiée et il faut souligner que dans cette proposition, qui est évidemment en cours de négociation, l'archivage électronique qualifié a été ajouté en tant que service de confiance. Alors, face à l'absence de cadre juridique au niveau européen pour le service d'archivage électronique, eh bien, la Belgique a adopté en 2016 le Digital Act, qui intègre dans le livre 12 du Code de droit économique un titre 2. Alors, par ce titre 2, eh bien, ce titre donc, détermine les règles à respecter lorsqu'on fournit ou on exploite un service d'archivage électronique en Belgique, mais aussi qu'est-ce qui permet d'assurer la reconnaissance de tels services comme service de confiance. Alors, l'adoption de cette loi belge ne porte évidemment pas préjudice à la loi relative aux archives d'État qui existait depuis 1955. Alors, doit-on tout archiver électroniquement? Eh bien non. Le Code de droit économique donne aux différentes entreprises ou organismes un libre choix du support. Il faut souligner aussi que ce nouveau cadre juridique eh bien, ne vise que la conservation de données ou documents ayant une valeur juridique, et donc l'objectif, c'est vraiment conserver cette portée juridique. Alors, que recouvre le Digital Act? Eh bien, ça couvre deux types, on va dire, de données. La conservation de données qui sont originairement électroniques, qui ont toujours existé sous format électronique, et ensuite, la numérisation de documents papier. Le Digital Act vise aussi deux types d'acteurs, soit un tiers, qui est le prestataire de services de confiance, soit lorsque une entreprise ou un organisme veut mettre en place un système d'archivage électronique pour son propre compte, donc en interne, on vise donc soit l'organisme public ou la personne morale. Alors pour son propre compte, eh bien c'est lorsque l'activité principale de l'entreprise n'a pas pour objet le service d'archivage électronique lui-même et qu'elle ait un intérêt ou pas à l'égard des données ou des documents archivés. Alors, quels sont les avantages respectifs au recours à un prestataire externe ou à la mise en place au niveau interne d'un service d'archivage électronique? Eh bien, concernant le recours à un prestataire externe, ça peut représenter un moindre coût pour certaines organisations. Alors, le prestataire est censé être spécialisé, donc il sera plus au courant de toute évolution technologique concernant les méthodes d'archivage. Il prend évidemment aussi, il sera responsable évidemment de cet archivage. Et alors, tout dépend évidemment la structure de votre organisation, mais il n'y a pas nécessairement toujours des compétences au sein de son organisation à ce sujet. Alors, les avantages du recours et de la mise en place en interne d'un système d'archivage électronique, c'est que chaque entreprise, chaque organisation garde le contrôle sur ses données, sur ses documents, et qu'il n'y a pas non plus de souci de restitution. Alors, dans la loi, il y a deux types et deux degrés de protection. On a l'archivage électronique simple et l'archivage électronique qualifié. Alors, la différence entre ces deux types d'archivage se situe au niveau des exigences légales auxquelles doit se conformer l'archivage électronique qualifié. Le seul bénéfice dont bénéficie l'archivage électronique simple, c'est le principe de non-discrimination qui sera développé par Maître Limbré dans la question 3.
Alors, en principe, toute entreprise, toute organisation a le choix entre l'archivage électronique simple et l'archivage électronique qualifié. Il existe néanmoins une exception dans le Code de droit économique qui impose le recours à l'archivage électronique qualifié lorsqu'il y a une obligation de conservation de documents qui est imposée de manière expresse par un texte légal ou réglementaire. Toutefois, il faut souligner que cette exception, à l'heure actuelle, et donc depuis 2016, n'est toujours pas entrée en vigueur. Donc, pour l'instant, le libre choix est d'application. Alors, on va entrer plus dans les détails sur les exigences par rapport à chaque type d'archivage. Concernant l'archivage simple en externe, eh bien, il faut respecter pour le prestataire la législation en matière de données à caractère personnel, donc les obligations du RGPD, mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour gérer les risques liés à la sécurité. Il n'y a pas évidemment ici de contrôle par rapport, on le verra, à l'archivage qualifié par le SPF Économie. Toutefois, évidemment, mais puisque les exigences sont moindres, il y a évidemment des points quand même plutôt moins avantageux, puisque on a moins de garanties de choisir un bon prestataire. Il y a moins de sécurité juridique, comme on le verra dans la question 3. Et sur les questions de responsabilité, eh bien, ce sera les règles de droit commun qui s'appliqueront. Alors, le recours à l'archivage simple peut notamment être dicté par des considérations financières, mais il faut aussi que chaque organisation ou entreprise réfléchisse aux risques qu'elle souhaite prendre par rapport au choix qu'elle ferait. Alors, l'archivage simple en interne, eh bien, il n'y a aucune exigence particulière, mais évidemment, il y a moins de sécurité juridique, comme on le verra, quant à la valeur de l'archive numérique. Alors, il est recommandé à tout organisme de documenter son processus de numérisation et de conservation pour pouvoir prouver, évidemment, sa conformité en cas de contrôle. Et il y a aussi toutes ces obligations qui sont imposées par le RGPD, notamment l'adoption de mesures techniques et organisationnelles et la notification en cas d'atteinte à la sécurité qu'il faut notifier donc, dans les 72 heures à l'APD. Alors, au niveau de l'archivage qualifié en externe, eh bien, il y a pas mal d'exigences qui résultent du règlement IAIDAS, mais aussi du titre 2 du Code de droit économique et notamment de l'annexe 1 au livre 12. Alors, la contrepartie à ces exigences, eh bien, c'est qu'il existe des effets légaux complémentaires, notamment des effets sous la forme de présomption légale qui seront développés également par Maître Limbré dans la question 3. Alors, quelles sont les obligations? Eh bien, il y a notamment un rapport dans l'organisme d'évaluation. Il y a un contrôle aussi, a priori, qui est réalisé par le SPF Économie. Il y a l'obligation de procéder à un audit tous les 24 mois. Obligation aussi en cas d'arrêt des activités ou de fin de contrat. Et il y a des exigences aussi en matière de responsabilité. Alors, l'annexe 1 du livre 12 cite aussi certaines obligations, notamment le fait de devoir répondre dans un délai raisonnable à la demande de restitution des données dans le destinataire de son service. Je vous renvoie à l'annexe 1 pour d'autres obligations qui incombent aux prestataires qualifiés. Alors, pour être considéré comme prestataire d'archivage qualifié, il faut être inscrit sur la liste de confiance. Voilà un tableau qui se trouve sur le site du SPF Économie et qui date de juillet 2021. Comme vous le voyez, la dernière colonne concerne l'archivage électronique. À l'heure actuelle, en fait, il n'y a pas de prestataires de services qualifiés qui sont sur la liste de confiance du SPF Économie. Toutefois, selon nos informations, c'est en cours de processus et donc d'ici quelques mois, il est fort probable qu'un prestataire ou que des prestataires soient inscrits sur cette liste. Alors, en 2019, on a aussi un arrêté royal
qui a été adopté, qui est entré en vigueur la même année. Donc cet arrêté royal avait pour objectif et a pour objectif de fournir vraiment un outil aux prestataires de services de confiance qui souhaitent offrir un service d'archivage électronique qualifié. Alors, cet arrêté royal comment dire, son contenu est non contraignant. Toutefois, en fait, le service d'archivage qualifié qui respecte les normes qui sont précisées dans cet arrêté royal et dans son annexe est présumé satisfaire à tout en partie des exigences donc, du titre 2 du Code de droit économique et de son annexe 1. Et donc, par exemple, les normes qui sont référencées, ce sont des normes ISO, et donc vous avez chaque fois le lien avec la disposition pertinente du règlement IAIDAS ou du Code de droit économique. Et donc, je vous renvoie aux détails pour si vous souhaitez plus d'informations. Alors, nous terminerons donc par rapport à l'archivage qualifié en interne. Eh bien là, pour l'entreprise ou l'organisation publique, il y a évidemment moins d'obligations. Il est dispensé, donc il n'y a pas d'autorisation à obtenir, il n'y a pas d'audit à réaliser tous les 24 mois et il ne faut pas être inscrit sur la liste de confiance que je viens de mentionner. Alors néanmoins, il y a quand même des contrôles qui existent, notamment l'entreprise entité sera tenue de communiquer à l'organe de contrôle eh bien, une série d'informations liées à son identification. Et alors, il faudra aussi fournir un rapport d'évaluation et ce rapport sera réalisé par un organe d'évaluation de la conformité. Alors donc, ce tableau résume un peu les différentes exigences applicables à l'archivage électronique simple et qualifié. Alors, les prestataires de services d'archivage, eh bien, ceux qui se trouvent, sur la liste de confiance feront l'objet d'un contrôle, évidemment, par le SPF Économie, comme nous l'avons précisé juste avant. Je vais céder la parole à Maître Limbré pour la troisième question. Oui, donc voilà, je vous propose donc de passer à la troisième question qui vise à se demander si on peut détruire, une fois qu'on a archivé nos documents sous format numérique, est-ce qu'on peut détruire tout le papier accumulé? Alors si on reprend notre fil conducteur, donc notre société immobilière, donc elle se pose cette question, est-ce qu'elle peut détruire tout le papier qu'elle a accumulé, et précisément elle se demande si elle est tenue par une obligation de conserver l'original papier des documents qu'elle a archivés sous format numérique. Première question qu'elle se pose, et elle se demande également si, en cas de litige, elle pourra produire une copie numérique. Est-ce que cette copie numérique aura une certaine force probante? En ce qui concerne la première question donc, que notre société immobilière se pose, vous l'avez compris, elle renvoie, elle est à mettre en lien avec ce qu'on a vu donc, dans le cadre de la première question, à savoir le régime de prescription et plus précisément les obligations qui découlent du droit judiciaire et du droit de la preuve. Donc, est-ce qu'une copie numérique qui est archivée par un système d'archivage, soit électronique, soit simple, soit avancé, on va voir. Est-ce que cette copie, elle a une certaine valeur devant le juge? Lorsque cette copie, elle a été archivée par un système d'archivage électronique simple, elle sera soumise au principe de non-discrimination. Donc c'est le règlement IAIDAS dont on vous a parlé et qui a été transposé dans le Code de droit économique qui prévoit cette règle. Donc, lorsqu'une copie est archivée au moyen d'un système d'archivage simple, c'est le principe de non-discrimination qui va s'appliquer, ce qui signifie concrètement que le juge, devant lequel on va déposer cette copie numérique, il ne va pas pouvoir écarter cette pièce au seul motif qu'elle est fournie sous format numérique. Donc, c'est un principe de non-discrimination. Il ne peut pas écarter cette pièce au motif qu'elle est fournie sous format numérique. Par contre, quelle est la valeur de cette pièce fournie sous format numérique? C'est une valeur qui est tout à fait relative, étant donné que, en cas de contestation, c'est à la personne qui a déposé cette pièce de démontrer que
ce document est une copie fidèle de l'original, et de démontrer également que ce document a été conservé dans des conditions de nature à assurer sa pérennité et l'intégrité de son contenu. Et en fait, ces deux conditions, elles renvoient à quoi? Elles renvoient à la théorie de l'équivalent fonctionnel. C'est une théorie qui est consacrée par le Code de droit économique et qui dit qu'une copie numérique peut avoir une certaine valeur en justice pour autant que cette copie, qu'il est démontré que cette copie, elle remplit les deux fonctions qui sont généralement attribuées à un écrit original papier. Quelles sont ces deux fonctions? La fonction de la durabilité, donc c'est la première question qui est mentionnée sur le slide, et ensuite la fonction de l'intégrité. Donc il faut pouvoir démontrer que le document qu'on a archivé au moyen d'un système d'archivage électronique simple n'a pas fait l'objet de modifications dans le cadre de ce processus d'archivage. Et si ces deux conditions-là seulement sont démontrées, alors le juge pourra donner une certaine valeur probante au document déposé sous format numérique. Mais donc, pour conclure, dans le cadre d'un litige, la production d'une copie numérique qui a été archivée au moyen d'un système d'archivage électronique simple, elle peut facilement être contestée. Et si elle est contestée, la charge à la preuve, elle repose sur la partie qui l'a déposée. Donc, c'est une situation qui peut être délicate à certains égards. Par contre, lorsque votre copie, elle a été conservée au moyen d'un système d'archivage électronique qualifié, cette copie, elle bénéficiera d'une présomption d'intégrité et de conformité. Présomption irréfragable, donc la partie adverse aura toujours la possibilité d'apporter la preuve contraire, de contester la conformité et de contester l'intégrité du document conservé sous format numérique. Mais dans cette hypothèse-là, la charge à la preuve elle est renversée. Donc ce sera à la partie adverse de démontrer que la copie qui a fait l'objet du processus d'archivage, elle n'est pas conforme à la copie originale. Donc ici, la charge à la preuve, elle ne repose plus sur la partie qui dépose la copie numérique, et donc ce qui facilite évidemment les choses. Donc plus précisément, la partie adverse, elle devra prouver d'une part que la copie a subi des modifications au cours du processus d'archivage, donc c'est la condition d'intégrité qui est attribuée à l'écrit, et par ailleurs, il faudra que la partie adverse, elle démontre, donc c'est cumulatif, que la copie n'est pas fidèle et durable, donc ça renvoie vers notre deuxième fonction de durabilité. Donc pour conclure sur le système d'archivage qualifié, lorsqu'une partie dépose une pièce qui a été conservée sous format électronique qualifié, cette copie numérique, la production de cette copie numérique, elle suffit raisonnablement. Donc, sauf preuve contraire, votre copie aura une force probante devant le juge, une valeur probante devant le juge. Alors, pour résumer, ce que je viens de vous expliquer, donc service d'archivage électronique simple, le principe applicable est celui de non-discrimination. Le juge ne peut pas refuser, écarter une pièce au seul motif qu'elle est déposée sous format numérique, sur qui repose la charge à la preuve des deux fonctions de l'écrit sur la partie qui dépose la pièce, alors que lorsque on a recouru à un service d'archivage électronique qualifié, la pièce déposée bénéficie du principe d'assimilation, du principe de présomption légale. Donc on considère que l'intégrité et la conformité du document sont établies, sauf preuve contraire, ce qui facilite évidemment la tâche à la personne qui dépose la pièce. Concernant notre deuxième volet, qui portait sur les obligations légales de conservation. Donc, on a vu dans le cadre de la première question que pour certains types de documents, l'entreprise, la société est tenue de les conserver. Par exemple, on a vu que c'était le cas, par exemple, pour une facture en contrat de travail. Est-ce que lorsqu'on conserve ce type de document sous format numérique, on respecte les obligations légales auxquelles on est soumis? À nouveau, pour répondre à cette question, il y a lieu toujours de faire la distinction entre système d'archivage électronique simple ou système d'archivage électronique qualifié. En ce qui concerne ce dernier, donc le système d'archivage électronique qualifié, le Code de droit économique, précisément l'article 12.25, prévoit une présomption irréfragable
de conformité à l'original. Donc le législateur considère que lorsque une copie numérique est conservée au moyen d'un système d'archivage électronique qualifié, c'est comme si finalement cette copie elle était conservée en format original, donc présomption irréfragable de conformité. Ce qui signifie concrètement que le document papier, dans cette hypothèse-là, il pourra être détruit. La loi le dit expressément, donc dans l'hypothèse où un contrat de travail, par exemple, est conservé de manière numérique au moyen toujours d'un système d'archivage électronique qualifié, le contrat de travail papier pourra être détruit. Par contre, lorsque une société est soumise à une obligation légale de conservation, donc une obligation qui est imposée par la loi, cette société, elle ne pourra pas recourir à un service d'archivage électronique simple. Cette interdiction, elle est prévue dans le Code de droit économique, à l'article précisément, toujours l'article 12.25, mais c'est son paragraphe 5, alinéa 3, donc c'est un article qui est assez long. Et la petite particularité concernant ce passage de l'article 12.25, c'est qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Donc par prudence, nous, on vous conseillerait de ne pas recourir à un système d'archivage électronique simple pour conserver les documents qui sont soumis à une obligation légale de conservation, car dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas encore quand cette disposition va entrer en vigueur, mais dans un futur, ce sera interdit expressément par la loi. Donc les documents qui font l'objet d'une obligation de conservation légale, prenons à nouveau l'exemple de notre contrat de travail, ne pourront pas être conservés électroniquement au moyen d'un système d'archivage électronique simple. Voilà. Alors, pour résumer ces quelques considérations, en matière donc, de services d'archivage électronique qualifié, vous l'avez compris, au niveau de la charge de la preuve, on est dans une situation assez favorable étant donné que notre pièce bénéficiera d'une présomption réfragable d'intégrité et de conformité en vertu du principe d'assimilation, donc qui est consacré par le règlement IACDAS et par le Code de droit économique. Et en ce qui concerne les documents pour lesquels on est tenu par la loi de les conserver pendant une certaine période de temps, si on recourt à un système d'archivage électronique qualifié, aucun souci non plus. Donc, il y a une présomption cette fois-ci irréfragable de conformité et donc on pourra détruire tous les documents, papier, contrat de travail, facture, etc. Par contre, si vous recourez donc, au sein de votre société à un service d'archivage électronique simple, vous devez savoir qu'en justice, la partie adverse sera toujours susceptible de contester la valeur du document numérique que vous déposerez. Elle sera toujours en mesure de le faire et donc à ce moment-là, ce sera à vous de démontrer la conformité de ce document numérique au document original. Et par ailleurs, vous n'êtes pas obligé, ou en tout cas n'êtes pas autorisé, ou en tout cas ne serez pas autorisé à conserver les documents qui font l'objet d'une obligation de conservation express au moyen d'un système d'archivage électronique simple. Alors, on a remarqué également qu'une autre considération, qu'une autre inquiétude que les sociétés qui recourent au système d'archivage qualifié, elles portent en fait un peu sur le sort des données que la société confie aux prestataires externes, aux prestataires d'archivage. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les prestataires qualifiés, ils sont tenus par une interdiction d'exercer un droit de rétention sur les données en cours d'exécution du contrat. Donc ça a déjà été dit à demi-mot implicitement par Anne-Valentine. Donc, quand le prestataire est chargé, en vertu d'un contrat, d'archiver vos données, il ne pourra pas, pour une raison ou une autre, exercer un droit de rétention sur ces données. Quant au sort des données à la fin du contrat, le prestataire qualifié est tenu d'interroger le client concernant justement, par envoi recommandé, concernant le sort à réserver aux données qui ont fait l'objet du système d'archivage. Et ce n'est que si le client ne répond pas dans un délai de 3 mois que le prestataire qualifié pourra détruire les données confiées. Par ailleurs, le prestataire qualifié, il sera tenu de transférer les données sous un format lisible et exploitable dans l'hypothèse où vous changez tout simplement de prestataire qualifié. Le prestataire qualifié initial, il devra envoyer vos données, vos documents
aux nouveaux prestataires de services d'archivage électronique qualifiés. Alors ça, c'est des garanties qui sont prévues par le règlement eIDAS, on vous l'a dit. Le prestataire d'un service d'archivage électronique qualifié donc, est tenu par des obligations plus lourdes. Quant au prestataire d'un service d'archivage simple, il n'est pas tenu par ces obligations. Et donc, si vous devez finalement décider de recourir à un tel type de prestataire, donc un prestataire d'archivage simple, il conviendra nécessairement de prévoir ces garanties au sein du contrat, vu qu'elles ne sont pas prévues par la loi. Donc, il faudra aménager le contrat pour déterminer le sort des données en cours d'exécution du contrat, mais également à l'issue de ce dernier. Alors maintenant, vous vous demandez certainement comment finalement décider de recourir à un service d'archivage électronique simple ou qualifié. On a vu que ces deux services, il y avait des distinctions assez importantes. La distinction évidemment la plus importante, c'est celle qui s'attache au niveau de sécurité et de fiabilité que la société veut octroyer aux documents qu'elle archive. Donc toujours concernant ce principe d'assimilation légale ou au contraire le principe de non-discrimination. Donc on l'a vu en justice, une pièce conservée sous format numérique via un système d'archivage électronique qualifié aura une valeur probante plus importante. Il y a également des considérations financières qui doivent entrer en ligne de compte. Donc vous vous en doutez bien que les services d'un prestataire qualifié seront vraisemblablement plus onéreux que ceux d'un prestataire simple, étant donné qu'il doit respecter des garanties plus lourdes. Il y a également des considérations qui concernent plus la société en tant que telle. Donc, est-ce que cette société, elle veut procéder à l'archivage de ses documents, mais tout en conservant ceux-ci toujours sous format papier dans sa cave, ou est-ce qu'au contraire, elle veut procéder à cet archivage numérique car elle n'a plus de place, qu'elle veut se débarrasser de tous les documents en format papier. Il y a également une question de responsabilité ainsi que une analyse de risque à opérer, à nouveau en fonction du type de société concernée, en fonction du secteur d'activité. Il faudra savoir quel type de risque la société est prête à prendre en ce qui concerne l'archivage de ces documents internes. En ce qui concerne également donc, les obligations qui sont issues du RGPD, on a vu que archivage électronique et réglementation générale sur la protection des données, c'est des matières qui s'articulent et qui s'entrecoupent assez bien. Le prestataire, donc lorsque vous recourez à un service d'archivage externe, vous, finalement, au sens du RGPD, vous faites appel à un sous-traitant, étant donné que vous allez transférer vos données à caractère personnel à un tiers. Lorsque le prestataire est qualifié, il n'y a aucun souci, étant donné qu'on considère que ce prestataire, donc il respecte les garanties suffisantes qui sont imposées par le RGPD. Par contre, lorsque vous faites appel à un prestataire simple, vous devrez nécessairement encadrer votre relation contractuelle et précisément les transferts de données qui sont opérés donc, entre votre société et le prestataire simple par un avenant relatif au traitement des données à caractère personnel qui devra faire mentionner donc, toute une série de clauses qui sont prévues expressément par le RGPD. Donc, il faudra nécessairement veiller à ce que votre relation contractuelle mentionne les clauses qui sont prévues par l'article 28 du RGPD. Finalement, dans le cadre donc, de cette appréciation, donc, est-ce qu'on recourt à un système d'archivage électronique qualifié? Est-ce qu'on recourt à un système d'archivage électronique simple? Est-ce qu'on développe ce système en interne ou est-ce qu'on développe ce système en externe? Il faudra toujours tenir compte, si vous devez finalement vous orienter vers une externalisation de l'archivage de vos documents, il faudra toujours tenir compte de la localisation du sous-traitant que vous allez sélectionner, étant donné que vous le savez, lorsqu'on est en dehors de l'espace économique européen, on est dans un transfert de données donc, qui sort de cet espace économique européen et donc il faudra nécessairement veiller à assortir ces transferts de garanties suffisantes et donc c'est un élément à prendre en compte évidemment lorsque vous choisissez votre prestataire de service d'archivage électronique qualifié. Voilà, je vais laisser la parole donc à Anne-Valentine.
Alors, la dernière question de cette formation, c'est comment détruire, effacer nos données. Alors, nous avions un petit sondage. Est-ce que vous avez déjà mis en œuvre la politique de conservation en effaçant les données obsolètes? Oui, non, c'est en cours. On y répondra assez rapidement vu les contraintes de temps. Alors ici, je vois plus ou moins 50 réponses, 80 réponses, et on a 46% de non pour 23% de oui, et c'est en cours 31%. Alors, comment mettre en œuvre réellement la politique de conservation? On peut se poser la question si on doit le faire de manière automatique ou manuelle. À quelle occurrence? Est-ce que c'est une fois par an? Est-ce que l'entreprise, l'organisation mettra en place un calendrier d'effacement? Et alors, il y a aussi la question, qui sera responsable au sein de notre organisme pour être en charge de la destruction des documents? Alors, concernant les techniques de nettoyage de données et de destruction de supports de données, il existe une recommandation de l'Autorité de protection des données qui est très intéressante puisqu'elle détaille les techniques existantes pour différents supports et donc qui permet soit de l'effacement de données lorsqu'on souhaite réutiliser le support, soit clairement la destruction du support. Donc la recommandation, eh bien, donne aussi les différentes étapes du traitement qu'il est conseillé de suivre. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la 6e étape concernant la documentation. Eh bien, il faut se procurer la preuve que l'on a détruit ou effacé les données. Alors, dans les techniques justement des nettoyages, il existe 3 types de techniques. Comme la slide l'illustre, il y a la technique du clear qui a un niveau de confidentialité modéré et la technique qui offre le plus de sécurité, c'est la technique dite destroy et qui concerne simplement la destruction physique du support. Alors, lorsque il s'agit de détruire des données qui se trouvent sous format papier, eh bien, la technique couramment utilisée, c'est les techniques de type destroy, le recours à une déchiqueteuse, par exemple. Il faut d'ailleurs souligner qu'il y a une décision de l'autorité de protection des données espagnole qui a clairement condamné un responsable de traitement parce que ce responsable de traitement, au lieu de détruire via, par exemple, une déchiqueteuse ces documents contenant des données à caractère personnel, eh bien, il les mettait simplement à la poubelle. Et donc, l'autorité espagnole a considéré qu'il s'agissait d'une violation du RGPD et plus précisément du principe de sécurité des données. Alors, comment détruire les supports dématérialisés? Eh bien, il y a de nouveau, donc, soit on a recours à des techniques d'effacement de type clear and purge, soit on détruit le support. Il existe différentes techniques. Je vous renvoie notamment aux détails produits dans la recommandation de l'APD. Et donc, par rapport aux techniques de destruction, eh bien, pour savoir si l'appareil utilisé est suffisamment, apporte un niveau de sécurité suffisant, on peut se référer à la norme DIN 66399 ou la norme ISO qui est référencée dans la slide, qui permet de déterminer le niveau de confidentialité à apporter lorsqu'on détruit le support. Alors, lorsque les supports utilisés ne nous appartiennent pas, il est aussi important dans le contrat de leasing de regarder ce qu'il adviendra des données qui sont contenues dans ces différents supports. Il faut vraiment bien vérifier ce contrat avant de le conclure. Alors, comment prouver la destruction et comment être en conformité avec le principe de responsabilité accountability établi par le RGPD? Eh bien, pour démontrer le respect justement des principes, notamment
qui ont déjà été précédemment invoqués, le principe de limitation, de conservation et de l'intégrité et principe de confidentialité, il est vraiment important d'enregistrer, de conserver la preuve du bon déroulement du nettoyage ou de la destruction du support des données, et préciser aussi les techniques qui ont été utilisées avec le niveau de confidentialité, de sécurité qui a été sélectionné. Lorsqu'on a un cours à un sous-traitant, de demander une attestation de la part du sous-traitant qui détaille les différents, la technique utilisée, la date de la destruction et la destination du support, etc. Alors, une entreprise ou un organisme public sera confronté régulièrement à des demandes d'effacement de la part de citoyens. Donc, pour prouver justement que cette demande a été, réalisée, eh bien, il faut pouvoir prouver cet effacement, mais il faut aussi pouvoir prouver que le traitement préalable à cet effacement était licite, et donc la preuve notamment du consentement du citoyen. Alors, concernant la preuve de l'effacement, ni le RGPD ni les lignes directrices du CEPD ne disent comment faire. Toutefois, il est intéressant et il existe 2 décisions d'autorité de protection des données. Une qui concerne la Suède. Dans cette décision, eh bien, la Suède et l'autorité suédoise a considéré qu'une entreprise a le droit de conserver les informations nécessaires afin de pouvoir prouver que la demande d'effacement a bien été réalisée en conformité avec le RGPD. Et il y a également une décision de l'autorité de protection belge, les références se trouvent dans la slide, eh bien, où là, l'APD a considéré que donc le demandeur demandait l'effacement de ces données, mais il demandait aussi d'avoir accès à ces données. Or, l'organisation a effacé ces données sans donner accès d'abord aux données. Et donc là, évidemment, l'APD a considéré qu'il fallait d'abord, accepter et donner suite aux demandes d'accès avant d'effacer les données. Alors, il n'y a pas eu de sanction, mais elle a quand même mis en garde l'organisme. Je pense qu'on arrive à la fin de notre présentation. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Nous vous remercions pour votre attention.